Bonjour à tous. Je sais que la journée est longue et dense, mais donc on va commencer ce panel. Si vous pouviez vous asseoir tranquillement. Je m'appelle Camille Defard et je suis la chef du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de modérer ce panel final qui clôture la journée avec un thème particulièrement important en cette année électorale. Donc c'est la transition juste et écologique. Avec pour thème la question centrale qui va nous occuper, ça va être comment faire du marché unique un instrument qui soutiendra le pacte vert européen et sa mise en œuvre d'une manière la plus juste et sociale possible. Alors pour discuter de cet enjeu-là, j'ai le plaisir d'être avec trois intervenants de très haut niveau. J'ai d'abord Jean Pisani-Ferry, donc vous êtes Senior Fellow à Bruegel et Non-Resident Fellow au Peterson Institute à Washington DC. Et vous pourrez nous donner une perspective sur les enjeux de coordination de l'action européenne en matière énergétique notamment. Geneviève Ponce, vous êtes directrice générale d'Europe Jacques Delors, notre institut sœur à Bruxelles. Et enfin, pour finir, Isabelle Scheumann, secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats. Alors pour lancer cette discussion, nous avons le plaisir d'avoir une vidéo du coordinateur donc, de nos trois instituts sœurs Delors, Pascal Lamy, qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui parce qu'il... Bonjour à toutes et à tous de Dubaï. Voilà. Je n'a vais pas attendu. quitter bientôt pour une... Bonjour à toutes et à tous de Dubaï, que je vais quitter bientôt pour une semaine chinoise qui me prive d'être avec vous à Paris. Merci de me donner l'occasion de vous livrer très rapidement, succinctement, quelques impressions sur cette semaine que j'ai passée à la COP 28 avec diverses casquettes, une casquette climatique en débattant des propositions de la Climate Overshoot Commission que j'ai présidée depuis 2 ans, mais aussi les océans, les pôles, la cryosphère, l'agriculture, et bien sûr les questions d'échange international qui trouvent dans cette enceinte, dont elles ont longtemps été exclues, une nouvelle actualité qui tient, et j'y reviendrai dans un instant, essentiellement au verdissement des échanges qu'a entrepris l'Union européenne et à son impact sur le reste du monde. Alors, impression d'ensemble, et je laisse de côté les impressions qui viennent du fait qu'organiser une telle foire avec près de 100 000 personnes, a-t-on dit, dans le centre financier qui est le ventre financier de l'industrie fossile du Moyen-Orient peut paraître un peu paradoxal, laissons ces questions de côté. Je dirais très simplement que, et ça m'avait déjà frappé l'année dernière à Sharm el-Sheikh, mais c'est encore plus net cette année, il y a d'une part un sentiment d'urgence qui croît, et donc de ce point de vue-là, la conscience du retard que nous avons tous pris dans la décarbonation de nos économies et dans tout ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts du changement climatique est là. Et d'un autre côté, je crois aussi une conscience très partagée qu'on est loin du compte, et donc cette tension entre un objectif qui est d'accélérer et une difficulté fait qu'on ne parvient pas à accélérer suffisamment, je crois, est la grande dominante. Rien de surprenant à cela, mais évidemment, avec un tel nombre de participants, d'ONG, d'entreprises, de diplomates, de lobbyistes, l'écho
de cette tension est très fort. Ensuite, le fait que la gouvernance climatique, c'est-à-dire la partie de cette COP, conférence des parties, parce qu'après tout, c'est une conférence des parties à un traité qui a décidé d'aller vers zéro carbone. La partie diplomatique, elle, est tendue, difficile, compliquée, en raison de positions, soit d'ordre idéologique, soit d'intérêt bien compris, qui handicapent très fortement le consensus qu'il faudra réunir pour faire ensemble les efforts nécessaires. Donc cette partie-là sera, je le crains, décevante, comme à chaque fois. Par contre, j'ai été frappé par l'efflorescence de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on trouve, y compris de tout ce qu'on décide, entre, non pas des diplomates, mais des entreprises, des grandes institutions académiques, des scientifiques, des ONG, pour faire bouger les choses, est plutôt rassurant. Au fond, le top-down marche pas bien, mais le bottom-up finit par trouver des modalités, des coalitions, des progrès qui sont en fait la création, non pas du système de gouvernance, pour peu qu'on ait un système de gouvernance en matière climatique, dont je doute d'ailleurs, mais surtout, c'est les populations, ce sont les citoyens, ce sont les consommateurs, ce sont les entreprises, ce sont les travailleurs qui petit à petit prennent ces questions en main. Je termine par quelques mots sur l'Europe dans tout ça. 3 points, je crois, après avoir participé à beaucoup de débats, de conversations, de discussions, non pas de négociations. Ça n'est plus mon rôle. D'abord, elle est leader mondial de la transition climatique. Aucun doute là-dessus. 2, les difficultés qu'elle rencontre depuis quelque temps pour poursuivre la mise en place de son Green Deal, de sa décarbonation 0 2050 et moins 55% 2030, sont là. D'un côté, ça affecte la crédibilité du leadership européen. De l'autre côté, ça le renforce, parce que on se rend compte que les Européens, maintenant, sont rentrés dans le dur. Ce que c'est que cette transition climatique, et qu'évidemment, il y a des questions politiques très importantes derrière tout ça, comme on l'a vu d'ailleurs au cours de la législature qui s'achève au Parlement européen, avec un début en fanfare d'un Green Deal très consensuel et une fin de législature où les forces politiques, elles-mêmes travaillées par des intérêts économiques, environnementaux, sociaux, sont beaucoup plus divisées qu'elles ne l'étaient au départ. Troisième élément, et c'était très frappant, et c'est la première fois que ça arrive, les questions d'échange, de commerce international, qui, comme vous savez, sont plutôt familières, sont entrées dans la danse. Jusqu'à présent, le commerce était un sujet tabou dans les négociations climatiques. Cette fois-ci, pour la première fois, il y a une journée trade, il y a un pavillon trade, où nous avons d'ailleurs organisé un événement avec Roger Delors, Bruxelles et l'OMC, et le gouvernement des Barbades, et la Commission européenne, et une organisation technique africaine. Et donc, le drapeau des instituts Jacques Delors a flotté à la COP 28 pour la première fois. Mais dans ce domaine, clairement, l'Europe est sur la sellette. On trouve bien qu'elle est un leadership climatique, on trouve moins bien qu'elle le fasse en verdissant ses échanges, ce qu'elle doit faire, et notamment avec des mesures du type CBAM, directive déforestation et autres, mais ces mesures affectent fortement, potentiellement, les exportations d'un certain nombre de pays en développement
ou émergents sur les marchés européens et évidemment déclenche un certain nombre de protestations, de récriminations. Certaines ne sont pas toujours injustifiées, mais la ligne européenne ne peut pas être autre si nous voulons effectivement réduire notre empreinte carbone. Et là, il y a, et ça a été le thème de l'événement qu'on a organisé et dont je viens de parler, pour essayer de considérer non plus seulement la relation commerce-environnement, mais la relation commerce-environnement-développement, ce fameux triangle qui a été développé dans de récents papiers à Bruxelles, que nous avons commis avec Geneviève Pons, et d'autre part, une remise en cause, d'un certain point de vue, de différentes priorités de ce triangle. Il faut absolument que l'Europe réintègre dans cette entreprise de verdissement de ces échanges la dimension développement. Et ça, au final, je crois que ça implique, et j'en ai été encore plus convaincu cette semaine à Dubaï, une vraie diplomatie environnementale européenne. Dans le monde tel qu'il est, pas besoin de vous décrire combien il va mal sous l'influence de crises, de secousses, de guerre. L'Union européenne doit s'affirmer comme acteur international sur un certain nombre de points. La dimension économique de ce qu'elle doit faire, la dimension environnementale de ce qu'elle doit faire, doit être davantage présente. Et donc, il y a là un chantier pour nous, pour Paris avec son centre énergie, pour Berlin, qui travaille très bien sur des questions de compétitivité, de marché intérieur, dont vous allez parler, et qui évidemment sont affectés par cette transition écologique énergétique, et évidemment pour Bruxelles, quand c'est un peu la spécialité. Et donc, vous allez en parler maintenant. J'espère que j'ai versé à vos débats quelques éléments dont vous pourrez discuter. Bonne chance et à très bientôt. Bon, c'était une très belle vidéo introductive, il me semble. Peut-être pour rebondir sur un point que Pascal Lamy a soulevé dans son intervention, Jean Pisani-Ferry. Donc, il mentionne le fait que l'Union européenne est leader de la transition au niveau mondial, mais qu'on rencontre des difficultés pour la mise en place de nos ambitions climatiques. Vous avez beaucoup travaillé sur la coordination nécessaire des politiques européennes pour répondre à la crise énergétique, pour répondre à la menace de l'Inflation Reduction Act, mais aussi aux menaces plus larges des chaînes de valeur pour les clean tech. Est-ce que vous avez... voilà, je vous laisse réagir à cette phrase. Oui, je voudrais réagir à cette phrase, mais aussi à d'autres choses qu'a dit Pascal Lamy quand il a dit, au fond, la leçon de Dubaï, c'est que d'un côté, la diplomatie est décevante, de l'autre côté, ce qui se passe du côté des acteurs économiques et de la société civile donne espoir. Je crois qu'il faut quand même qu'on se rende compte que c'est comme ça depuis le début. C'est-à-dire la gouvernance mondiale du climat, c'est un miracle. C'est-à-dire c'est un miracle qu'un accord qui n'est absolument pas contraignant, pris entre des pays qui ont des préférences fondamentalement différentes, produisent des effets. Et quelle est la mécanique à travers laquelle elle produit des effets ? C'est essentiellement que, c'est ça le miracle, que le seuil a été atteint auquel les entreprises se disent il y a plus intérêt, ou un certain nombre d'entreprises en tout cas, se disent il y a plus intérêt à jouer le jeu de la transition climatique qu'à rester sur l'économie fossile. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui a mis en mouvement tout ce qui se passe. Hein. Ce ne sont pas les politiques qui sont au départ. Ensuite, c'est très important que l'Union européenne soit un acteur, c'est très important que l'Union européenne se soit mise en avant, qu'elle ait fait tout ça. Mais la mécanique est très compliquée. La mécanique, elle implique à la fois des acteurs publics et des acteurs privés.
Elle a résisté en fait au retrait des États-Unis sous Trump. S'il revient, elle va devoir résister à nouveau. Mais on crée de l'irréversibilité, et en créant de l'irréversibilité, on crée une situation, au fond, qui, évidemment, est moins prometteuse, moins certaine que si tout le monde s'alignait, mais qui est quand même fondamentalement quelque chose d'important et de prometteur. Et je pense qu'à la fin, si vous voulez, pour aller jusqu'au bout de ce que je dis, à la fin, c'est la technologie qui va décider si effectivement la transition se fait. C'est lorsque les énergies renouvelables apparaîtront comme effectivement compétitives d'un strict point de vue économique que cette transition sera devenue irréversible. Merci beaucoup. Je me demandais si vous pourriez éventuellement développer. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les politiques publiques finalement reflètent un consensus au sein des entreprises, au sein de la société civile, au sein d'instances telles que celle-ci, et qu'effectivement ces acteurs-là sont souvent en avance sur les politiques qui ne sont que le résultat des débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui notamment. Et selon vous, quels sont les défis auxquels fait face le marché unique? Quelles sont les adaptations que doit faire le marché unique pour réaliser cette transition écologique, ces ambitions climatiques européennes? Alors, je pense que c'est un cas d'école. Enfin, je pensais, en préparant cette intervention, je pensais au mandat qu'a reçu Enrico Letta et l'application, la manière dont il s'applique au sujet de l'énergie. Et le cas de l'énergie, c'est un domaine dans lequel les avantages qu'il y a à fonctionner de manière intégrée sont absolument aveuglants. Ils sont aveuglants parce que pour les renouvelables, c'est quand même beaucoup plus efficace de mettre des fermes solaires dans les pays où il y a du soleil, de mettre les fermes éoliennes dans les pays où il y a du vent, et d'exploiter cet avantage comparatif interne. Et ça suppose un marché intérieur qui fonctionne, ça suppose suffisamment de confiance, et donc ça suppose quelque chose qui va complètement contre l'idée que l'énergie, c'est une prérogative nationale, que les mix énergétiques, ce sont des prérogatives nationales. Il faut que... On peut garder des préférences, bien sûr, mais il faut aussi faire confiance à l'ensemble du marché. Il faut faire confiance aux infrastructures de ce marché. Et il faut, du coup, que ainsi se développe une sécurité collective et une efficience collective. Alors, les gains, je disais en présentant à moitié les gains sur les renouvelables, vous savez que une ferme solaire au Danemark, ça produit 3 fois moins d'électricité, toutes choses égales par ailleurs, qu'en Espagne. Et une éolienne, c'est un peu moins, mais enfin, on peut avoir des différences de 50% sur la production d'électricité. Donc le gain en efficience est absolument considérable. Et le gain aussi en fonctionnement du système, en qualité de fonctionnement du système, en fait, on diversifie le risque en ayant un système intégré. Et ça, c'est un gain aussi qui est considérable. Donc, du point de vue de la sécurité des approvisionnements, du point de vue de la résilience, c'est fondamental. Et malgré tout ça, on a du mal à le faire. On a beaucoup de mal à le faire. Alors, pourquoi ? Je pense que les raisons sont, comme je disais, des raisons de base juridique. On a une base juridique qui est très contradictoire, puisque le traité dit à la fois que l'environnement, c'est une politique commune, que l'Union doit promouvoir les politiques de protection de l'environnement, qui, interprétées au sens large, veut dire doit promouvoir les renouvelables et promouvoir la décarbonation, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Et puis, en même temps, on a donc cette idée que les mix énergétiques, c'est une responsabilité strictement nationale.
Donc là, il y a cette contradiction, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement s'arrêter à ça. Il y a aussi que les préférences nationales sont hétérogènes. Et ça, on en voit tous les jours le témoignage dans le fait que l'attitude par rapport au nucléaire est fondamentalement différente, non pas simplement entre la France et l'Allemagne, mais au sein de l'Union, il y a des attitudes vis-à-vis du nucléaire qui sont très différentes. Il y a certains pays qui ont de l'aversion au nucléaire et d'autres qui n'en ont pas. Et puis, que je disais tout à l'heure, il y a cette question de la confiance réciproque et de la confiance dans les institutions. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on va accepter que cette notion de sécurité collective va être centrale. Et que donc c'est notre sécurité, la sécurité de chacun des pays qui participent, c'est la sécurité du système, c'est donc la capacité de faire confiance au système et aux règles du jeu collectif. Donc, on en est là. On a avancé dans le domaine beaucoup dans le domaine de politique climatique. On a avancé de manière beaucoup plus limitée dans le domaine des politiques énergétiques. Et je pense que cette tension, elle est forte. Et cette tension, il faut essayer de bouger par rapport à ça. Alors, comment on peut bouger ? On peut bouger en faisant du financement des investissements dans la transition. Et là, il y a une chose qui est inquiétante, c'est qu'on est actuellement dans une phase dans laquelle l'Union finance encore à peu près à hauteur de 50 milliards par an des actions liées à la transition climatique. Ce n'est pas forcément des actions communes, mais ce sont quand même des actions, c'est même pas beaucoup des actions communes, ce sont beaucoup des actions qui se conduisent dans chacun des pays. Mais c'est un contributeur, l'Union est un contributeur important à ce financement. C'est à peu près fini, hein, c'est-à-dire qu'en 2027, on va passer de 50 milliards à moins de 20 milliards. Et donc on va être dans une situation très différente dans laquelle l'Union n'aura plus à faire que de l'exhortation ou de la punition, des pénalités. Elle n'aura plus vraiment suffisamment cette carotte financière. Donc je pense que c'est très important d'activer ça. Et activer ça, ça veut dire évidemment revenir sur la question des ressources propres, ça veut dire évidemment revenir sur ces sujets sur lesquels on a peu de résultats jusqu'à présent. Le track record n'est pas bon. On a pu, grâce à l'initiative NGU, on a pu mettre en œuvre donc un plan de financement ambitieux. Pour l'avenir, on ne répondra pas à ça par un nouvel emprunt si cet emprunt n'est pas adossé à des ressources propres crédibles. C'est-à-dire que les marchés ne prêteront pas si on leur dit, on leur répète qu'on va trouver plus tard la solution. C'était sous le coup de l'urgence, ils l'ont accepté, ils ne l'accepteront plus. Donc maintenant, on est au pied du mur, il faut identifier les ressources propres. Ensuite, il y a, il me semble, et je terminerai par là, il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Par exemple, on n'a pas d'agence européenne de l'énergie. On a une agence internationale de l'énergie, mais on n'a pas d'agence européenne, on n'a pas des données qui sont suffisamment comparables d'un pays à l'autre, on n'a pas de production d'évidence sur ce sujet. C'est intéressant de se rendre compte à quel point on est dépendant des acteurs privés et de la capacité de ces acteurs de fournir de l'information d'une manière qui est aujourd'hui hétérogène. Donc on a besoin de ça. Il y a des initiatives, disons, sur lesquelles on peut avancer à traité constant et donc sans essayer de renverser les murs. Donc ça c'est possible et il me semble que ça doit être des choses qu'on doit considérer, même si fondamentalement cette question de l'hétérogénéité entre la
politique de l'environnement, la politique du climat et la politique de l'énergie, ça reste le cœur de la difficulté. Merci beaucoup. Effectivement, Merci pour cette très bonne intervention. Effectivement, le fait d'avoir des données pour illustrer le besoin de faire ces sauts politiques-là, et ça fait écho aussi à des propos qu'a tenu Benoît Cœuré ce matin. Et ça m'amène à une question à Isabelle Scheumann. On voit de plus en plus cet enjeu du jeu politique très dur pour des décisions politiques qu'il faut prendre pour réaliser cette transition. On voit que l'enjeu de la destruction, mais aussi de la création d'emplois monte. Destruction d'emplois parce qu'on voit évidemment des industries qui doivent disparaître, comme l'industrie du charbon, ou qui doivent se transformer, comme l'industrie automobile. On voit aussi que la réalisation du potentiel industriel européen en matière de nouvelles technologies propres fait face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là, vous, et comment est-ce que, en tant que syndicat, vous voyez aussi potentiellement le rôle que peut jouer le marché unique sur ces enjeux ? Oui, merci. Merci pour votre invitation et merci d'avoir convié la Confédération européenne des syndicats à ces discussions. Et effectivement, je suis assez impressionnée par la discussion toute la journée et qu'on termine sur une dimension sociale. Et à mon avis, on aurait dû commencer par la dimension sociale. Monsieur Letta était au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats la semaine dernière et il nous a présenté une ébauche des grandes idées donc de ce rapport. Et je crois qu'une des réflexions que vous avez eues qui couvre en général l'ensemble des discussions que nous avons eues à ce moment-là, c'est mais où est le visage humain du marché unique dans votre présentation ? Quel est l'avenir ? Quelle est la vision d'un marché unique où on replacerait, en interrogation, l'humain au centre des politiques européennes et particulièrement au centre de la politique industrielle. Alors qu'on voit que 30 ans après la création du marché unique, qui est censé améliorer les conditions de vie et les conditions de travail dans l'Union européenne, on a presque l'impression que ce marché unique, et je vous le dis comme je le ressens aujourd'hui, on a parlé du marché unique pour les entreprises, on a parlé du marché unique pour les consommateurs, on n'a pas parlé du marché unique pour les travailleurs. Ça n'a pas été mentionné. Et même quand on a parlé du marché unique pour les consommateurs, on s'est posé la question de savoir si les consommateurs avaient accès à plus de produits. De facto, oui. Mais est-ce que ces produits sont moins chers ? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont plus sûrs ? Point d'interrogation. Et là, pour moi, on retombe sur la discussion qui a été lancée ce matin et qui, à mon avis, était extrêmement intéressante et qui a été menée aussi notamment par M. Barnier, c'est de savoir si le marché intérieur en soi est une fin. Est-ce que c'est une solution pour tous ? Alors qu'on a vu la diversité de l'Union européenne et la nécessité de cette diversité, vous venez de le rappeler, on ne met pas des éoliennes là où il n'y a pas de vent. Enfin, je veux dire, c'est un exemple tout à fait concret, mais voilà. Où est le respect de ces diversités ? Où est aussi où sont les enseignements des crises successives ? Et j'en prendrai qu'une parce que pour moi c'est la plus révélatrice parce qu'elle nous a tous touchés au même niveau et je dirais de façon égale, qui qu'on soit, c'est la crise de la pandémie. Quels sont les enseignants de la politique industrielle après la crise du Covid ? Quels sont les enseignements post-pandémiques ? Quand on voit que tout le monde a été touché, quand on voit la dévotion qui a eu lieu lorsqu'on a dû quand même travailler, lorsqu'on a dû avoir des gens de première ligne qui devaient aller travailler malgré l'exposition à un virus mortel. Est-ce que ça a été, notamment si on reprend la nécessité d'avoir sur le marché du travail des gens qui sont disponibles, des gens qui sont qualifiés ? Est-ce que là, on a revalorisé ou même valorisé certaines dimensions, certains emplois, certains secteurs ?
Je me pose la question. Et je me la pose d'autant plus que ce matin, on a vraiment parlé du danger de ne pas adresser, ou que le marché unique ne s'adresse plus, ou ne s'adresse pas aux citoyens, et notamment aux travailleurs. Et on a fait un parallèle très important que nous faisons directement, notamment dans le cas des préparations aux élections européennes. C'est le ressentiment de n'être pas écouté, de n'être pas entendu quand on est écouté, de n'être pas vraiment pris en compte, malgré un discours qui se veut démocratique. Et ce ressentiment entraîne une défiance vis-à-vis des institutions, et on le sait tous. Bruxelles, c'est assez loin, même si on met qu'1h20 pour venir ici, pour y aller. Effectivement, Bruxelles devient de plus en plus loin, de moins en moins entendu, de plus en plus complexe. Et ce ressentiment social va prendre ses racines dans le mépris du travail. Et je pense qu'en France, on a eu 2 occasions, on a pu vraiment faire ce reality check, comme on dirait à Bruxelles, sur les gilets jaunes et sur la crise des retraites. Et est-ce qu'on a vraiment fait cet exercice d'introspection, de voir quels sont les ressentiments qui sont là et comment on pourrait y répondre? Et on ne va pas se cacher la face, ces ressentiments, c'est clairement un abandon de l'État sur certains services publics, la santé entre autres. C'est aussi un abandon par rapport à des politiques qui nous vendaient le marché intérieur comme une circulation des personnes. On a parlé aujourd'hui de la circulation des biens, des services, des capitaux. On s'est dit que là où on devait travailler, c'est le service des capitaux. On sait la libre circulation des capitaux. On ne s'est pas posé la question de la libre circulation des personnes. Et vous parliez d'une agence qu'on aurait besoin pour l'énergie. On a une autorité européenne du travail. Cette autorité européenne du travail ne fait pas le travail qu'elle devrait faire d'inspection parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'on ne lui a pas donné encore ses compétences. Et là, je pense que si on voulait vraiment avoir une circulation des personnes respectueuse de la dignité au travail, respectueuse de la valeur du travail, et où on voudrait montrer que l'Europe est le marché unique et la politique industrielle qui a besoin de jobs, qui a besoin de qualifications, aussi est là pour les travailleurs, je pense que c'est là qu'on devrait commencer et renforcer cette autorité de l'inspection du travail. Merci beaucoup. Alors, juste une toute petite question très rapide de follow-up. Il me semble qu'au panel précédent, donc Cécilia Bonfeld-Dahl, qui est directrice générale de Digital Europe, a parlé des travailleurs avec un angle compétences. Et très rapidement, je me demandais si vous aviez des propositions, des solutions aussi envisageables, peut-être au travers de cette autorité du travail européenne. Ah oui, on a beaucoup de propositions. Il y en a une qui est... une pour moi qui est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle reprend... alors on a beaucoup cité Jacques Delors, on a cité Jean Monnet. Moi je citerai Willy Brandt, chancelier, qui était aussi un fervent représentant et défenseur de l'Europe et qui a dit dans sa déclaration gouvernementale de 1969 qu'il fallait oser davantage de démocratie. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. On doit écouter les gens, on doit respecter le droit du travail. Et là je voudrais... une des solutions que nous apportons ici, c'est que ce marché unique et cette politique industrielle ne doit pas ouvrir ses portes à n'importe qui. En Europe, on ouvre les portes à des entreprises qui nous dictent leurs conditions. Tesla a mis à mal non seulement la dimension environnementale, dans le Brandenburg, l'utilisation de l'eau potable et des nappes phréatiques a été faite sans autorisation. La création d'une entreprise a été faite sans les autorisations. Maintenant, on a cette situation-là en Suède. Et là, en Suède, on met en cause le droit de grève. Le droit de grève parce que les conditions de santé et de sécurité au travail ne sont pas respectées. Et bien sûr, on a besoin d'industrie de batterie en Europe, mais pas n'importe quelles conditions. Et vous savez très bien que pour construire des batteries et avoir le lithium, on a besoin... Enfin, il y a une exposition qui est comme une exposition en plomb. Et ici, en France, on sait, en Europe, on sait que le plomb est extrêmement nocif. Et je discutais récemment avec des travailleurs de Tesla. Les incidents sont journaliers dans l'entreprise à Berlin. Mais on a aussi ouvert la porte à Uber. On a ouvert la porte à Deliveroo, qui met à mal le droit du travail en requalifiant des travailleurs en indépendants.
Comment ça se fait qu'une entreprise nous dicte ces conditions et met à mal le modèle social européen? Ce n'est pas acceptable. Et c'est là où on a besoin, excusez-moi là, de plus de réglementation et pas de moins de réglementation. On a besoin que ce socle minimum soit là pour tout le monde et qu'il donne une dimension de concurrence loyale pour tous. Et non pas, certains imposent leurs conditions et les autres s'alignent sur des lois qui sont la base d'un modèle qui était là, qui est un modèle politique. Hein, nous faisons tous de la politique en mettant ces réglementations en place. C'est un modèle politique qui, à la base, et je voudrais le rappeler parce qu'on en a parlé aussi ce matin, un modèle pour garantir la paix en Europe. Et je pense qu'on est à ce niveau-là ici, de remettre en cause cette dimension-là, si on ne fait pas l'effort nécessaire de remettre l'humain au centre des politiques européennes. Merci. Effectivement, très important de souligner l'importance des standards de santé publique et des standards sociaux dans les contrats de tous. Geneviève Ponce, j'avais envie d'avoir votre perspective, vous qui étiez qui avez accompagné Jacques Delors lors de la rédaction de l'Acte unique. On a parlé du fait que cette dimension sociale et environnementale, elle est peut-être insuffisamment présente aujourd'hui. Et comment est-ce que ça a été pensé à la base? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, peut-être que vous en avez déjà parlé aujourd'hui. Hein. Je n'ai malheureusement pas pu tout suivre. Je reviens moi aussi de la COP 28. Mais voilà, oui, effectivement, quand Jacques Delors, au deuxième semestre de 1984, a fait son tour d'Europe pour voir ce qui pouvait unir les chefs d'État et de gouvernement, il est revenu avec cette idée du marché unique et puis la perspective d'une monnaie unique. Mais avec un mais important sur lequel il a beaucoup insisté, qui est celui de politique d'accompagnement. Et ces politiques d'accompagnement étaient sociales et environnementales. Alors, dans le domaine de l'environnement, ça s'est traduit par des dispositions de l'Acte unique qui ont créé des articles qui ont permis de fonder une politique de protection de l'environnement solide. Donc il y avait, les articles existent encore, leurs numéros ont beaucoup changé, mais c'était à l'époque les articles 130 R et S pour la politique environnementale, et puis c'était l'article 100A pour le marché intérieur, avec des dispositions concernant notamment l'environnement. Donc l'article 130 R est très riche, vous pouvez le lire, vous y voyez que l'environnement est une composante de toutes les autres politiques. Vous y voyez la politique de prévention, donc il faut intervenir à la source, le principe du pollueur-payeur, etc. Vous avez tout un corps de doctrine qui est intéressant et qui a été ensuite utilisé. Et puis, si vous regardez l'article sur le marché intérieur, vous voyez qu'en matière de santé, d'environnement, de protection des ressources naturelles, l'harmonisation dans le marché intérieur prendra pour base un niveau de protection élevé. Et donc c'est comme ça que se sont bâties de grandes politiques environnementales. Donc ça, c'est un peu le deuxième point que je voudrais faire. On a eu de très bonnes bases pour construire une politique environnementale solide jusqu'à celle du Green Deal. Mais il y a eu aussi, ce sera mon troisième point, des inconvénients et des ratés dans tout ça. Donc, politique environnementale solide, quand je suis arrivée chez Jacques Delors, où j'étais en charge de l'environnement, on venait d'adopter la directive Habitat. On a adopté aussi la réglementation qui a mis en place une agence européenne de l'environnement. Quelques années après, on a adopté la législation sur les produits chimiques, REACH. On a également mis en place toute une réglementation sur les émissions polluantes des véhicules. Toutes ces choses-là sont des choses importantes et qui placent l'Europe en position de leadership. Ça a été pour le Green Deal, toute cette histoire qui est quand même maintenant vieille d'une trentaine d'années, a été, pour le Green Deal, une excellente base, un très bon terreau. On a pu bâtir là-dessus. Maintenant, tout ça ne s'est pas fait sans difficulté
Et il y a eu des ratés. Alors, il y en a eu certainement beaucoup, mais je vous en cite 2 qui sont très connus. Vous avez le scandale du diesel. Donc, ce sont des fraudes à ce contrôle sur les émissions. Ce sont de fausses déclarations, ce sont des logiciels qui faussent les résultats. Et je voudrais juste élargir un tout petit peu le sujet pour dire que d'une façon générale, les producteurs d'automobiles ont résisté au changement. Et désormais, ils s'en mordent les doigts, car nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport à la Chine, sur la production de véhicules électriques. Donc, il y a eu des résistances de lobby un peu dans tous les domaines, et parfois avec des résultats profondément négatifs, y compris pour les professions qui ont exercé ce lobbyisme. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais citer. Deuxième exemple, on n'a pas réussi, malgré une bataille terrible, donc que moi j'ai menée au sein de la commission à la demande de Jacques Delors, qui était la bataille de la taxe CO2 énergie. J'avais présidé 14 réunions spéciales, et un de mes collègues allemands avait dit que s'il y avait eu un couteau dans la salle, il y aurait eu des meurtres. Tellement c'était tendu, tellement les enjeux sont importants, les bilans énergétiques différents, les conséquences sur les entreprises considérables, etc. C'est quand même passé très largement en commission juste avant Rio. Ça n'est jamais passé au Conseil, puisqu'il fallait l'unanimité dans ce domaine-là. Donc on est revenu avec quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est le système d'échange d'émissions qu'on utilise le plus souvent, enfin qu'on appelle le plus souvent sous son sigle anglais ETS. Mais ce système d'échange de quotas d'émissions n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné notamment parce que la plupart des entreprises qui étaient visées, c'est-à-dire les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone, ont bénéficié d'allocations gratuites sous prétexte de risque pour la compétitivité internationale. Le problème des allocations gratuites, ça a été analysé par la Cour des comptes européenne dans un rapport de 2020, rapport numéro 18 de 2020. Le problème des allocations gratuites, c'est qu'elles n'ont pas favorisé la diminution des émissions de dioxyde de carbone et elles ont contribué à enrichir les pollueurs. Donc c'est vraiment des effets, je dirais même des effets pervers. Et j'ai travaillé avec des cimentiers repentis qui m'ont expliqué que pour garder les allocations gratuites en Europe, ils faisaient leurs investissements décarbonés ailleurs, pour vous dire à quel point c'était des résultats pervers. Donc tout n'a pas bien fonctionné. Alors j'en viens à comment corriger ça. Et là, je vous prends l'exemple de quelque chose qui est très emblématique, qui a été beaucoup discuté à la COP28, dont je reviens, qui est ce qu'on appelle, là encore du sigle anglais, le CBAM, c'est-à-dire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour sortir de ces allocations gratuites et de leurs effets pervers, et pour permettre de faire payer aux entreprises polluantes le vrai prix de leur pollution, on va mettre un mécanisme compensatoire aux frontières. Donc ça, c'est un effet, c'est quelque chose de positif dont on voit déjà les effets d'ailleurs, puisque la décarbonation a repris son cours dans ces industries, mais ça a des effets pervers ailleurs. Ça a des effets pervers dans les pays en développement, surtout les plus pauvres, qui produisent des produits qui seront soumis au CBAM. Et donc, il faut pouvoir les aider à financer leur transition. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est pour vous dire, c'est un long parcours. C'est un long parcours avec des chaos, et il faut reconnaître ces chaos, et il faut essayer de les surmonter, de les corriger. Merci beaucoup Geneviève Pomps. Effectivement, on voit bien que le marché unique peut être un outil géostratégique et un outil qui permet de faire des normes européennes, des normes mondiales, mais ça va avec des mécanismes de compensation et d'accompagnement des pays les plus vulnérables. Alors, Jean Pisani-Ferry, vous devez nous quitter bientôt, n'est-ce pas? Donc, je voulais savoir si peut-être dans la salle, il y avait des questions pour lui avant qu'il s'en aille. Oui, je vois des questions là-bas.
Bonjour Théo Bourgeois-Gonce pour Euractiv. Je voulais revenir sur la question des financements et peut-être en réfléchissant à un financement plus juste et social. On a beaucoup entendu parler du financement d'une sorte de rente de dette commune à nouveau, potentiellement de nouvelles ressources propres. On n'a pas du tout parlé de la question de l'impôt sur la fortune. Et pourtant, on a lu le rapport Pisani-Ferry qui parle d'un certain type d'un certain type d'impôt. On voit aussi l'initiative européenne qui a été lancée par Paul Magnette et Aurore Lalucq. Quelle est votre analyse de cette forme de financement et pourquoi expliquer qu'elle n'est pas encore vue le jour ? Je pense qu'en matière de climat, la notion d'équité qui s'applique est une notion extrêmement exigeante. Ce n'est pas, on ne peut pas aborder la question de la transition avec les concepts qu'on a d'équité fiscale. On doit être plus exigeant. Et si on n'est pas plus exigeant, on fera échouer cette transition. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour des raisons de financement, mais aussi parce que ça répond à cet impératif d'équité, que j'ai proposé qu'on introduise un impôt non récurrent sur la fortune qui consiste à dire, finalement, sur non pas le 1% ou le 1 pour 1000 le plus riche, mais même les 10% les plus riches, c'est-à-dire ceux pour lesquels la transition, au fond, c'est plus une opportunité qu'autre chose, bien que leur demande leur participation sous la forme d'un impôt non récurrent sur la fortune. Bon, le succès, comme vous l'avez vu, a été au rendez-vous. Et pourtant, je ne m'étais pas attaqué à l'échelon européen. Et donc, je pense que l'échelon européen, c'est juste un peu plus difficile que l'échelon national. Parce qu'on est à la règle de l'unanimité, et qu'à la règle de l'unanimité, on n'est pas à la veille de trouver un consensus là-dessus. Voilà. Donc je reste... je suis content que l'idée ait été reprise au niveau européen, mais je pense que la probabilité que ça débouche reste encore assez faible à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour cette réponse. Et effectivement, on est néanmoins à la recherche de nouvelles ressources propres, dans tous les cas, pour rembourser Next Generation EU. Donc ce sera peut-être sur la table aussi des propositions. Je crois qu'il y avait une autre question là-bas. Oui, Père-Ange Bérez. Il y a un risque texan sur la question sociale, parce que moi, j'entends de plus en plus de gens me dire très bien, votre histoire de transition écologique, c'est un truc pour les riches, mais les pauvres, ils sont hors de ça. Et Isabelle Schumann, vous en avez un peu parlé, mais en sous-jacent, pas en frontal. Or, moi, j'ai entendu ce qu'a dit Thierry Breton en disant, mais on n'est pas si mauvais, de toute façon, il ne faut pas sous-estimer le capital que représente le marché intérieur. Ça reste un truc qu'on peut vendre à l'extérieur, et que c'est pour ça qu'on continue à être leader en termes de normalisation et de réglementation en matière écologique. Sauf que jusqu'à présent, sur la question sociale, aux 3 étages possibles, on l'a toujours repoussé. On l'a repoussé parce que quand il s'agit des notations, des normalisations, etc., ça vient après l'environnement, donc on n'y est toujours pas. Le S de ESG, c'est pour après, pareil dans la taxonomie. Et quand on a pensé des modes compensatoires à ce que pourrait être le Green Deal, on a fait le Just Transition Fund. Bon, on ne va pas dire que c'est à la hauteur des enjeux. Et quand on en vient à la question fiscale, on n'y est pas non plus. Or, pour l'Europe, c'est une question identitaire. C'est une question pour sauver le marché intérieur, parce que le marché intérieur, cette question de la justice sociale, elle était toujours sous-jacente. Mais là, vous rajoutez la couche de la transition écologique, ça double la dose. Et du coup, alors j'enregistre la proposition du rapport Jean Pisani et Safia Mahfouz, mais c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il faut proposer à Enrico Letta pour qu'on ne se prenne pas un mur texan sur cette question sociale quant à la transition écologique, qui apparaît comme un luxe, comme un truc de riche, hein. Il y a un point sur lequel on peut
on peut de toute façon se prononcer, c'est-à-dire il faut bien être conscient du fait que la transformation de l'habitat, c'est-à-dire l'installation de pompes à chaleur, l'installation de la rénovation thermique des logements et le changement de véhicules, ce sont des sujets de première importance, y compris pour la classe moyenne. C'est-à-dire c'est le niveau de dépenses que ça représente, le niveau d'investissement que ça représente, c'est de l'ordre d'une année de revenus à chaque fois pour la classe moyenne. Donc ça, c'est pas un sujet fiscal, c'est un sujet de dépenses publiques. Donc ces choses-là sont en train de se discuter exactement en ce moment. C'est-à-dire qu'on est en ce moment dans la phase finale des discussions sur la réforme du pacte de stabilité. Et sur ce sujet, les choses n'avancent pas. Donc si on n'a pas de moyens européens et on n'a pas de moyens nationaux à mettre là-dessus, on va faire échouer la transition, parce que les gens n'accepteront pas les électeurs n'accepteront pas qu'ils doivent payer et que le coût ne soit pas partagé. Ils sont prêts à faire des efforts, mais ils sont prêts à faire des efforts s'ils ont le sentiment, si la réalité est que ces efforts sont équitablement répartis. Voilà. Donc je suis inquiet sur ce point-là. Je voudrais un peu continuer là-dessus, sur cette problématique environnement social. Je crois qu'il faut regarder vraiment secteur par secteur. Jean a parlé des voitures, on peut parler aussi de la rénovation énergétique des logements. C'est vrai que ça doit se traduire par des aides directes. Et puis, je vais vous parler aussi d'agroalimentaire, parce que c'est un secteur qui ne réussit pas sa transition. C'est le domaine dans lequel on a le plus de difficultés à promouvoir une transition. Il y a une polarisation croissante et il y a aussi de très grandes difficultés pour les agriculteurs qui se sont lancés dans la transition, qui se sont lancés dans le bio, parce que tout simplement, ils ne trouvent pas de marché, parce que leurs produits sont plus chers et que le pouvoir d'achat a diminué. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a discuté de ça avec toutes sortes de gens, y compris les organisations agricoles. Il y a un problème de signal-prix. Le signal-prix, ce sont aussi les subventions. Les subventions sont données à l'agriculture telle qu'elle est maintenant, qui est une agriculture intensive. Donc si on ne change pas le système de subvention, si on ne récompense pas l'agriculture plus verte, on n'arrivera pas à emmener les consommateurs. Et c'est même pas qu'on aggravera les injustices sociales, c'est que tout simplement la transition écologique ne fonctionnera pas. Donc les deux sujets sont complètement liés. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on prend le problème secteur par secteur, on identifie les solutions et il reste bien entendu à les appliquer. Oui, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier à rajouter sur ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est effectivement la redistribution juste des richesses. Et en termes de crise, et où on voit que pendant la crise, il y a des profits excessifs. Et là, je pense qu'il y a clairement le besoin d'une taxation, d'une fiscalité différente. Et puis clairement, l'Europe s'est quand même munie d'un salaire minimum. Je crois que c'est une avancée majeure pour faire prendre conscience qu'il y a la nécessité aussi pour les ménages de pouvoir participer à cette transition juste, non pas seulement sur le lieu de travail en produisant ces services et ces biens qui vont aider à la transition, sans se faire avoir, et notamment, je pense que se faire avoir par des lobbies de l'automobile par rapport au diesel, je crois que c'est inacceptable. Je n'ai pas vu vraiment la sanction pour ces lobbies, d'ailleurs, ni pour les constructeurs automobiles. Et donc là aussi, une sanction aurait été, à mon avis, très juste en termes de non-accès au marché européen, en termes de conditionnalité à l'accès des marchés publics ou de remboursement de l'argent public qui a été versé notamment par des subventions pour échanger sa voiture ancienne contre une voiture diesel il y a de ça une quinzaine d'années. Donc je pense que là, cette idée les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Les entreprises ne sont pas au-dessus de la loi. Les lobbies ne sont pas au-dessus de la loi.
Et pour l'instant, ce que l'on voit dans certains secteurs, c'est exactement ceci. Et c'est ceci qui éloigne l'Europe du citoyen. Et c'est sur cette base-là que l'extrême droite se nourrit et que l'extrême droite avance peu à peu. Si on ne prend pas en compte, là encore, l'humain au centre des politiques européennes, et notamment les travailleurs, et notamment le citoyen, et pas seulement le consommateur. Merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions. Je pense qu'on a bien compris, Jean Pisani-Ferry, je crois que vous devez nous quitter. On a bien compris que ces enjeux d'équité, en tout cas, étaient essentiels dans une ère où nos ressources, à la fois de finances publiques, mais aussi nos ressources naturelles, sont limitées, et que ça va être un enjeu important d'une transition efficace et ambitieuse. Je ne sais pas si on va clore ce panel. Alors, merci beaucoup à tous.